Comme vous le savez, avec la situation actuelle, j'ai pas trop de choix de vous donner les notes de cours sous format de capsule vidéo. La dernière fois, on avait commencé le cours séance 6 qui portait sur une introduction sur sur les différents éléments du langage Prolog. Et on s'était arrêté sur cet exercice portant sur l'unification. On avait traité cet exercice-là. Donc, ce que je vais faire, c'est passer directement à la diapositive suivante. On rappelle l'unification, en fait, l'idée de l'unification, c'est pouvoir, à partir des variables, associer des valeurs à ces variables-là. Dans Prolog, en fait, lorsqu'il va traiter ou évaluer un code, ce qu'il va faire, c'est essayer de pouvoir associer à chacune des variables qui se trouvent dans le script, pouvoir les associer une certaine valeur. Donc, si l'unification échoue, alors on se trouve en situation d'échec sur la règle considérée pour démontrer la formule. Par contre, si l'unification réussit, alors ça veut dire que les variables qui sont dans le code vont être associées à des valeurs. Donc, il y aura une substitution des variables présentes dans la queue de la clause par des valeurs correspondantes à des variables de l'unificateur. Donc, je prends un exemple. Si j'ai ce bout de code-là, donc on a le prédicat ancêtre qui prend deux arguments et le prédicat ancêtre équivaut à pair x, y. Donc x est l'ancêtre de y si x est le père de y. Également, x est ancêtre de y si x est l'ancêtre de z et que z est le père de y. Et là, on définit nos faits. Donc, on a Philippe 3 qui est le père de Philippe 4 et on a Urgue Capet qui est le père, qui est un ancêtre de Philippe 3. Donc, si on pose à Prolog, si on demande à Prolog quel est l'ancêtre de Philippe 4, donc ce qu'il va faire, c'est associer, il va faire de l'unification, donc c'est-à-dire il va associer à chacune des variables du but une valeur. Donc, par exemple, la variable ici, dans notre cas, c'est le A, puisque c'est en majuscule. Toutes les variables en Haskell doivent commencer par une majuscule. Donc, ce qu'il va faire, c'est essayer de substituer à A des valeurs qui sont présentes dans les clauses. Donc, par exemple, ancêtre A de Philippe 4, donc on va revenir dans le code et on va exécuter chacune des lignes de code correspondant au prédicat ancêtre. Donc, on va prendre le tout premier. Ancêtre de A de Philippe de 4, c'est équivaut à pair de A de Philippe de 4. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller chercher dans la base de connaissances à quoi correspond pair de X de Y. Donc, pair de X de Philippe de 4. Philippe 4. Donc, si on va dans la base de connaissances, on constate que on a le prédicat pair Philippe 3, Philippe 4. Ce qui fait que le A que nous cherchons, qui est le X en fait ici, est autre que Philippe 3. Donc ici, ce que Prolog va retourner comme résultat, c'est A égale à Philippe 3. Maintenant, on peut demander à Prolog d'aller chercher d'autres solutions possibles en faisant un point-virgule après la réponse. À ce moment, ce qu'il va faire, c'est passer à la seconde ligne ici. Quand on fait un point-virgule, ça veut dire qu'on lui demande d'aller explorer les autres branches de l'arbre de résolution. Il va passer à la prochaine branche qui est ancêtre XY, puis ancêtre XZ. Donc, ce qu'il va faire, c'est ancêtre de A, suivi d'un certain Z qu'il va aller chercher, puis pair de Z, Y. Donc, il va aller chercher le Z et il va aller chercher le Y qui correspond à notre Philippe 4. Donc, il va aller dans la base de connaissances. Ce qu'il va faire, c'est retomber ici. Donc, pair, Philippe 3, Philippe 4. Et dans le Z, ce qu'on aura, c'est Philippe 3. Et ensuite, on va chercher ancêtre, Philippe 3, vu que c'est le Z que j'ai retrouvé ici, et X. On repart dans la base de connaissances, on va constater qu'on a ancêtre, Philippe 3, Urgue Capet. Donc, le résultat de cette requête sera A égale à Philippe 3, ensuite A égale à Hugues Capet, et ainsi de suite.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'unification. L'unification, c'est de pouvoir substituer à chacune des variables du programme les valeurs correspondantes. Ensuite, comme je disais ici, lorsqu'on lance un but à résoudre, Prolog, ce qu'il va faire, c'est essayer de développer un arbre de résolution. Donc, il va se construire un arbre de résolution et utiliser un algorithme pour pouvoir aller chercher les différentes solutions possibles au but qui est posé ici. Donc, ce qu'on appelle arbre de résolution ou arbre de recherche, ça permet à Prolog de pouvoir résoudre une question. Dans Prolog se construit un arbre de recherche de la question. Et comment est-ce qu'il fait ça? À la racine, ce qu'on va retrouver, c'est la question initiale. Si vous vous souvenez, on avait vu quelque chose qui ressemblait à ça. Ouais, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc, c'est ça l'arbre de recherche. Donc, au départ, on a la question principale qui est la racine. Donc, c'est la question auquel on veut répondre. Ensuite, on a les nœuds qui sont les points de choix. Donc, c'est où Prolog va faire le choix des différentes solutions. Et le passage d'un nœud vers son fils en effectuant une unification. Dans le passage d'un nœud vers ses fils, c'est ce qu'on va appeler l'unification, comme on avait vu au cours passé. Donc, le parcours, et j'avais mentionné également cela, le parcours se fait en profondeur d'abord, si je reviens encore sur mon arbre de résolution ici. Donc, le parcours va se faire d'abord en profondeur, ensuite en largeur. Donc, j'ai ma question, je développe la solution, je cherche la solution, je résous le problème en allant chercher la solution d'abord en profondeur avant de pouvoir chercher les solutions en largeur. Ça, c'est un rappel du cours dernier. Et donc, c'est ça. On parcourt en profondeur d'abord, puis on parcourt de la gauche à droite dans l'ordre des conditions. On va prendre un exemple. Supposons qu'on a ce script-là. On a le prédicat père qui est défini par deux arguments, Charlie puis David, également père Henri Charlie. Donc, Charlie est le père de David, puis Henri est le père de Charlie. On a le prédicat papy qui prend deux variables et papy est défini comme suit. X est le papy de Y si si X est le père de Z, puis Z est le père de Y. Donc, c'est un peu comme ancêtre qu'on a vu tantôt. C'est juste que le nom du fondateur a changé. Dans la question, c'est de savoir, on veut pouvoir résoudre le problème papy X, Y. Donc, bien sûr, on peut demander par exemple papy X de David ou papy X de Charlie, etc. Pour résoudre ça, ce que Prolog fait, c'est se construire un arbre de résolution et utiliser l'algorithme de résolution pour pouvoir faire de l'unification, donc trouver toutes les valeurs associées à chacune des variables qui se trouvent dans le but. Dans notre but, qui est la racine, est papy x, y. Les possibilités de résoudre ce but se trouvent dans cette règle-là. Donc, on a une seule façon de pouvoir résoudre le but papy. C'est papy est défini par paire x, z et paire z, y. Donc, c'est ça qu'on retrouve ici. On a une seule sortie, une seule façon de résoudre papy. En fait, si on avait deux définitions de papy, on aurait eu deux branches de l'arbre à ce niveau-ci. Vu qu'on a une seule définition, on aura donc une seule branche. Ensuite, pour résoudre paire, puis paire, donc ce qu'on va faire, c'est, dans un premier temps, unifier x et z, c'est-à-dire aller trouver les valeurs possibles à x et z. Donc, première définition de paire qu'on a, c'est Charlie puis David. Donc, on va récupérer Charlie et David dans x et z. Puis, on va s'assurer qu'on va aller chercher le y qui est là, dans paire de z de y, dans paire de David y. Est-ce que paire de David y existe? Non. Vu que ça échoue, on va passer à la prochaine définition de paire qui est là. Donc, cette fois-ci, on va unifier x à Henri, puis z à Charlie. Et ensuite, aller chercher paire de Charlie,
puis Y. Et on voit que Y s'unifie facilement avec David puisqu'on a Père Charlie dans la base de connaissances. Et ça retourne donc comme solution X égale à Henri, Z égale à Charlie, puis Y égale à David. Donc ici, l'unification a réussi. Par contre, ici, l'unification a échoué. Donc, si on veut mettre tout ça en pratique, on nous propose le programme suivant et on nous demande de donner la solution à la requête manger lion de Y. Alors, déjà, on va essayer de lire le script, c'est-à-dire la base de connaissances. On a le prédicat oiseau qui prend un seul argument, puis on a défini deux oiseaux, le pigeon, puis l'hirondelle. On a le prédicat carnivore qui prend également un argument et on a défini deux carnivores dans le loup puis le lion. On a le prédicat animal dans le lion qui est un animal, puis X est un animal si X est un oiseau. Donc ça, c'est une règle. Puis, on a un dernier prédicat qui est manger X, Y. Donc, X manger Y si X est un carnivore et que Y est un animal et que Y est différent de X. Donc, en gros, cette phrase veut simplement dire que X est capable de manger Y si Y est un animal et que cet animal n'est pas X. Si X est un carnivore, pardon, et que Y est un animal et qui n'est pas X. Donc, un animal ne peut pas se manger lui-même, par exemple. Pour résoudre ça, donc, manger lion Y, si on va dans la base de faits, on va avoir une seule définition de manger ici. Donc, ça veut dire que dans notre arbre de résolution va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, on aura manger à la racine, manger X, Y. X, on sait qu'on a X dans la lion. Donc, l'idée, c'est d'aller unifier Y à une valeur. Donc, manger lion Y, c'est carnivore de X, carnivore de lion. Donc, est-ce que le lion est un carnivore? Oui, on a le lion qui est un carnivore. Et on va aller chercher tous les animaux de la base de connaissances. Donc, on a animal lion. Ça, c'est la première solution. Est-ce que le lion est différent du lion puisque notre X était égal au lion? Donc, non. On va annuler, Prologue va échouer là. Puis, il va aller chercher le prochain animal. Donc, ce qu'on lui dit, c'est que un animal est un oiseau. Donc, je vais aller chercher tous les oiseaux de ma base de faits. Le premier oiseau que je trouve, c'est pigeon. Est-ce que le pigeon est différent du lion? Oui. Dans le premier animal que le lion est capable de manger, c'est le pigeon. Le prochain, c'est celui-ci. Dans le prochain animal que le lion est capable de manger, c'est l'hirondelle. Alors, la solution à cette requête, c'est Y égale pigeon ou Y égale hirondelle. Donc, le lion est capable de manger à la fois le pigeon puis l'hirondelle. En gros, ce qu'on peut conclure, c'est que Prologue a été capable d'unifier Y, qui est une variable, aux valeurs pigeon puis hirondelle. Donc, ça, c'est tout pour les bases ou l'introduction à Prologue. On va passer à la prochaine séance qui est les bases en Prologue. Donc, en fait, c'est une suite de ce qu'on vient de voir. Donc, ici, je vais faire quelques rappels des éléments de base en fait qu'on a vu au cours passé, donc je ne suis pas revenue là-dessus. Puis, quelques rappels sur l'unification, puis on va voir l'arithmétique et des structures de données telles que la liste en particulier. Juste un rappel, on avait dit que comme c'est une taxe de base, les différents caractères qui sont permis en Prologue, on a les majuscules qui sont en général utilisés pour les variables. Puis on a les minuscules qui sont utilisés pour le nom des prédicats, pour des atomes, pour le nom des fonteurs. On a des chiffres qui sont utilisés pour faire de l'arithmétique. On a les symboles, donc les opérateurs, les signes, etc. Et on a deux types de constants ou littéraux. Donc on a les atomes, puis on a les nombres. Donc,
Pour ce qui est des constantes et des variables, ce qu'on appelle atomes, c'est par exemple des noms comme ceci. Donc, ça peut être le nom d'un prédicat ou ça peut être la valeur à l'intérieur d'un prédicat. Donc, si je reviens par ici, puisque c'est ouvert, oiseau c'est un atome, pigeon c'est un atome. Vous avez également des, euh, des, euh, des variables. Donc, le nom d'une variable ne peut pas commencer par un chiffre. Le nom d'une variable doit commencer par une majuscule. Et après, vous pouvez mettre des minuscules ou continuer en majuscule. Puis, par convention, en prologue, le nom du variable ne peut pas commencer par un underscore. Pour ce qui est des nombres, c'est à peu près la même chose que tous les autres langages. Vous avez des flottants, vous avez des entiers, vous avez des entiers négatifs, etc. Et c'est ça, les variables doivent commencer par une majuscule, puis underscore tout seul veut dire que c'est une variable qui n'a pas d'importance. Donc là, on n'a pas besoin de savoir quelle est sa valeur. Pour ce qui est des structures dans les thèmes composés, c'est les éléments qui permettent de regrouper des constantes de façon logique. Donc c'est un peu similaire à d'autres langages. Euh, enfin, c'est les idées, enfin, ça correspond aux enregistrements qu'on a dans d'autres langages, comme par exemple, est-ce que j'ai un exemple qui me vient en tête? Par exemple, les dictionnaires, les maps, c'est des structures composées. Donc, comme le map qu'on avait vu en Haskell, ça c'est par exemple une structure composée. Ces structures permettent de faciliter l'écriture des requêtes. Donc, ça facilite l'écriture des requêtes et permet de mieux représenter les connaissances. Justement, dans votre TP, j'utilise beaucoup les... pourquoi mon fluorescent a disparu? Ok, il est là. Donc, dans votre TP, je reviendrai là-dessus. Je, j'utilise beaucoup les structures. Donc, vous allez constater qu'il y a quand même pas mal d'utilisation de structures. En fait, la base de connaissances est définie sous format de structure. Dans les lignes de métro que vous utilisez, ce sont des structures. Dans les structures peuvent être imbriquées, ça veut dire qu'à l'intérieur d'une structure que vous avez déclarée, vous pouvez ajouter des structures à l'intérieur. Donc, on va voir des exemples juste ici en bas. Par exemple, vous pouvez définir un prédicat comme celui-ci, date. On a le nom du prédicat, puis on a ses variables. Ça, c'est une structure. Ça, c'est un autre exemple. Ça, c'est l'exemple du TP. Donc, vous pouvez définir une structure ligne qui prend 5 arguments dans le nom de la ligne, le type de la ligne, la liste des arrêts avec le temps que ça met pour arriver à un arrêt. Je reviendrai là-dessus lorsque je vais présenter votre TP. Vous avez également un exemple ici encore, cours. Ça peut être un exemple de structure. À l'intérieur, on a le titre d'un cours, puis le cycle du cours. Ça, c'est un exemple de structure imbriquée. Donc, ici, on a la structure avec le prédicat segment, mais on a également la structure avec le prédicat point à l'intérieur de la structure segment. Donc, ça, c'est un exemple de structure imbriquée. Un segment est défini par un point, un premier point, puis un deuxième point. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par prédicat effet? Ça, c'est vraiment des rappels parce qu'on a vu ça au premier cours sur prologue. Donc, un fait est une structure qui contient des atomes. Donc, vous avez, par exemple, son frère, c'est un fait. Donc, Bob et Carl sont frères. Alice travaille à l'hôpital le lundi et Bob travaille à l'université le jeudi. Donc, on voit que là, c'est vraiment des faits. Il n'y a pas de variables à l'intérieur. C'est uniquement des atomes. Alors que dans un prédicat, on retrouve des variables. Donc, par exemple, X et Y sont frères si X et Y ont la même mère et X et Y ont la même père. Donc, ici, ce sont des variables dans les prédicats, alors que dans les faits, on a des valeurs. Les opérateurs, en prologue, on a les symboles de base comme dans les autres langages, dans l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, qui peuvent être traités comme des atomes quelconques. Donc, par exemple, les deux écritures suivantes sont équivalentes. Vous avez la notation préfixe qui est juste là. Donc, on va préfixer les variables par les opérateurs.
Et vous avez également la notation infixe qu'on va le plus souvent utiliser. À ce moment, les opérateurs sont entre les différentes variables. Donc, par exemple, on va voir que certaines expressions, en particulier, on va voir que certaines expressions peuvent être différentes. Donc, par exemple, 4 plus 9 est différent de 13. Pourquoi? Simplement parce que 4 plus 9, en prologue, on l'avait vu, c'est un arbre. Donc, c'est représenté comme étant, comme ceci, plus 4, puis 9. Donc, en prologue, 4 plus 9 équivaut à ça, alors que 13, c'est simplement un atome, simplement un nombre comme celui-ci. Donc, cet arbre-là est complètement différent de cet élément-là. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est la même chose ici. Donc, 4 plus 9 ici est équivalent à plus 4,9. Par contre, lorsque je fais 4 plus 3 et x plus 2, ça échoue simplement parce que 2 n'est pas équivalent à 3. N'oubliez pas qu'on compare toujours les arbres. Donc, c'est un peu comme si j'avais 4 plus 2, plus 3, et je vais le comparer à plus x et 2. Donc, déjà, la branche de droite ici ne correspond pas avec cette branche-là, donc ça échoue. Par contre, si j'ai un 3 ici, donc x est égal, on va simplement faire l'unification. Donc, il va unifier le x qui se trouve là au 4 qui se trouve ici. Donc, on aura une unification de x et 4. C'est pour ça qu'on a x égale à 4, juste là. Donc, pour ce qui est de la priorité des opérateurs, donc par défaut, les opérateurs ont une priorité prédéfinie. On reviendra là-dessus. Donc, on va revenir sur les opérateurs. On va voir en détail comment est-ce qu'on peut déclarer les opérateurs, comment est-ce qu'on peut définir les priorités, etc. Et bien sûr, on peut utiliser les parenthèses pour court-circuiter la priorité. Un peu comme dans tous les langages, on peut utiliser les parenthèses pour forcer la priorité sur certaines opérations. Comme je disais tantôt, on va voir plus tard que c'est assez facile de redéfinir la priorité de certains opérateurs. Donc, en gros, c'est ce qui se dit dans les prochaines lignes, dans les lignes suivantes. Donc, on va faire quelques rappels sur signification. Cette partie est quand même assez intéressante puis importante. Ça permet de comprendre, ça permet de vous aider à pouvoir, lorsque vous avez un code, un but, de pouvoir facilement trouver la solution à ce but-là. Bien sûr, en passant par l'unification. Donc, on va commencer par l'opérateur d'égalité. On en a beaucoup parlé, mais on ne s'est pas attardé là-dessus. Donc, c'est ici qu'on va s'attarder dessus. Donc, lorsqu'on écrit x égale à y, ce qu'on cherche à faire, c'est de vérifier s'il y a une façon de rendre ces deux expressions égales. Donc, on veut essayer de vérifier comment est-ce qu'on peut rendre x égal à y. Si c'est possible, on dit que x et y sont unifiés. Donc, y, c'est un opérateur d'unification. Et on a deux résultats possibles. Ça réussit si les variables sont instanciées et compatibles, et ça échoue s'il y a des valeurs contradictoires. Donc, il y a un fail. On va voir en détail. Donc, deux atomes sont égaux si seulement s'ils sont les mêmes. Donc, par exemple, si j'écris, je donne un exemple, si j'écris point, comme ça, qui est un atome, c'est égal à point également, qui lui aussi est un atome, et ils ont le même nom. Donc, point égale point, ce qui est tout à fait logique. Deux entiers sont égaux si seulement s'ils sont les mêmes. Donc, 2 égale à 2, 3 égale à 3. Deux flottants sont égaux si seulement s'ils sont les mêmes. Donc, 2.1 égale à 2.1, ainsi de suite. Deux structures sont égales si seulement si elles ont le même fonteur. Donc, c'est-à-dire le même nom de fonteur. Si j'utilise point xy, puis à droite, je mets point z de a, alors point correspond à point à gauche et à droite. Donc, ça, c'est le même fonteur. On va également s'assurer qu'ils ont le même nombre d'arguments. Ça veut dire que si à gauche, votre fonteur est d'arrêté 2,
il faudrait qu'à droite, il soit aussi d'arité 2 pour que, on peut dire pour qu'on puisse voir, qu'on puisse les comparer. Et toutes les composantes sont elles-mêmes égales. Ça veut dire que une fois qu'on a identifié les arguments, il faudrait que chacun des arguments à gauche et à droite correspondent avec eux-mêmes. Donc, on va faire un petit exercice. L'idée ici, c'est de dire si les buts suivants vont réussir ou échouer. On prend le tout premier. Donc, pilote A, London. Pilote London, Paris. Donc, déjà, on voit qu'ils ont le même fondeur. Ça réussit. Ils ont le même nombre d'arguments. Ça réussit. Ensuite, on va évaluer. On a vérifié qu'ils ont le même fondeur. On a vérifié qu'ils ont le même nombre d'arguments. On a vérifié qu'ils ont le même nombre d'arguments qui est 2. Ce qu'on va faire, c'est vérifier que toutes les composantes sont égales, sont elles-mêmes égales. Par exemple, est-ce que A égale à London? Oui, par unification. Donc, A, c'est égal à London. Mais, est-ce que London est égal à Paris? Non. Donc, ces deux fondeurs sont différents. Du coup, ce but-là échouera. Ensuite, on prend le second. Point de x, y, z et point de x1, y1, z1. Encore là, on a le même fondeur, on a le même nombre d'arguments. Donc, l'idée, c'est de vérifier que chacun des composants sont égaux. Chacun des composants sont égaux. Donc, x égale à x1, oui, c'est des variables. Donc, x égale à x1, y égale à y1, c'est des variables. Puis z égale à z1, c'est des variables. Dans la solution à ce but-là, ce sera x égale x1, y égale y1, puis z égale z1. Pour ce qui est du troisième but, on a letter C, on a word, puis letter. Donc, ce qu'on voit, c'est que déjà les deux n'ont pas le même fondeur, donc ça échoue complètement. Pas besoin d'aller chercher est-ce qu'ils ont le même nombre d'arguments ou est-ce que chacun des composants de gauche à droite correspondent. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. On vérifie juste que le nom des fondeurs sont différents. Ensuite, le quatrième but, on voit que déjà, les deux bords, ils n'ont pas le même nom de fondeur. Donc déjà, ça échoue parce que alpha n'est pas égal à non qui est là. Et de plus, ils n'ont même pas le même nombre d'arguments. Donc ce prédicat, ce but échoue. Dans ce cinquième cas, on a soudain d'un bord, on a soudain de l'autre bord. Donc ce fondeur est équivalent à ce fondeur-là. Donc les guillemets ici ne sont pas considérés. Donc ce fondeur, c'est également égal à ce fondeur. Ensuite, f de x égale à f de a de b. Donc ce qu'on voit, c'est que les deux fondeurs sont les mêmes. Donc on va rentrer dans les arguments. Chacun a le même nombre d'arguments. Et on va essayer de comparer chaque élément avec chaque élément. X, vu que c'est une variable, on va faire une unification. Donc, x égale à a. Par contre, x est une variable ici et on a une valeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est x égale à b. Mais puisqu'on a déjà fait x égale à a, donc a ne peut pas être égal à b. Donc, l'unification va échouer et ce but va également échouer. Donc, ça, c'est un fail. Et finalement, on a ce cas-là. Donc, la même chose, le même exercice. On vérifie que les fondeurs sont les mêmes, ce qui est le cas. On vérifie qu'ils ont le même nombre d'arguments. Donc, on a x d'un bord ici, on a z d'un bord. Et on a ce deuxième argument qui est a de b de c, puis ce deuxième argument qui est a de z de c. Donc, les deux ont le même nombre d'arguments. Maintenant, on va faire l'unification. Donc, x égale à z, c'est deux variables, donc c'est vrai. A équivaut à A, donc c'est le même fondeur. Puis B égale à Z, donc Z égale à B, vu que c'est une variable, puis C égale à C. Donc ce but réussit avec X égale à Z et Z qui est égal à B. Donc ça, c'était pour cet exercice-là. On va continuer. Donc là, on va passer à l'arithmétique. Donc, en prologue, on a différents opérateurs pour comparer. On a les comparateurs habituels, puis un nouveau
un nouveau opérateur qui se trouve là. On a l'opérateur d'égalité. En fait, cet opérateur ne joue pas le même rôle que égal. En fait, ce qu'il va faire, c'est évaluer à gauche et évaluer à droite, ensuite faire de l'unification. Donc, c'est un peu comparable à l'opérateur is qu'on a vu, je reviendrai là-dessus. Mais sauf que lui, il va résoudre le, à la fois résoudre le but qui se trouve à droite, et résoudre le but qui se trouve à gauche avant de les comparer. On va voir un exemple juste tout à l'heure. Vous avez l'opérateur égal, qui est l'opérateur en fait d'unification, qui vérifie que x et y sont égales. Vous avez l'opérateur strictement petit, vous avez l'opérateur strictement plus grand, vous avez l'opérateur plus petit ou égal, donc inférieur ou égal, puis vous avez l'opérateur supérieur ou égal. Ça marche de la même façon que dans les autres langages. Puis ce qu'il faut noter, c'est que, comme je disais, x égale à y et x, 2 points, et x égale 2 points égale y n'ont pas le même comportement. On va voir un exemple. Donc si je fais plus 4, 3, ça c'est la notation préfixe, égale à 7, ça retournera false, simplement parce que, encore une fois, on a un arbre à gauche, alors qu'à droite, on a un chiffre qui est un arbre, mais qui est un arbre à un seul nœud, alors qu'ici, on a un arbre qui a 3 nœuds. Si on prend la même chose, mais sauf qu'on met égal 2 points égal, ce qu'on retrouve, c'est que on va avoir une résolution à gauche ici. Donc, on va calculer le 4 plus 3 qui donne 7. Et ensuite, on va le comparer avec le 7 qui se trouve là. Donc, est-ce que 7 égale à 7? Oui, c'est exactement le cas. Par contre, si je fais un is ici, ça ne marchera pas parce que le is ne fait pas la résolution à gauche. Is fait la résolution à droite. Donc, je vais faire un exemple avec vous. Donc, si je prends, bien sûr, je lance sur Prolog. Donc, si je fais, on va utiliser la notation préfixe comme dans les diapositives. Si je fais 4 plus 3 et je fais is7, ça échoue. Donc, il faudrait absolument que, par contre, si je fais 7 is, là, ça marche parce que is fait la résolution à droite avant de faire l'unification, alors que le égal 2 points égal fait la résolution des deux bords. Ensuite, vous avez également d'autres opérateurs de comparaison, des opérateurs de comparaison comme égal égal, qui réussissent si T1 est identique à T2. En fait, égal égal est différent de égal 2 points égal. Égal égal se rapproche plus du égal, mais sauf que égal égal ne va pas faire l'unification, alors que égal, lui, va faire l'unification. Égal égal va juste vérifier est-ce que ce que j'ai est identique à ce que j'ai à gauche est identique à ce que j'ai à droite. Donc, ça va réussir si T1 est identique à T2. Vous avez également l'opérateur slash égal égal qui est un peu similaire à différent. Donc, ça va réussir si T2 n'est pas identique à T1. Donc, ça réussit si T1 n'est pas identique à T2 ou T2 n'est pas identique à T1. Et pour le égal, c'est l'unification. Donc, ça vérifie que T1 s'unifie avec T2 ou que T1 n'est pas unifié avec T2. Par exemple, si je prends cet exemple-là avec le frontière f, donc f de x égale à f de petit x, bien sûr, c'est faux avec l'opérateur égal parce que ce qui se trouve à gauche n'est pas égal à ce qui se trouve à droite. Alors que avec l'opérateur égal, ce qu'il va faire, c'est faire l'unification. Donc, il va essayer, pour chacune des variables qui se trouvent à l'intérieur, essayer de les associer une certaine valeur. C'est pour ça que ici, ça marche avec x égale petit x. Donc, x c'est la variable, puis petit x, c'est la valeur qu'on associe à grand X. Et finalement, on a a de g de 7 différent de a de 6 de 7. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que bien sûr, ils sont différents, puisque g n'est pas équivaut à 6. De plus, je vais faire un exemple. Si je prends cet exemple-là, donc si je prends a de g
de 7 et que je compare avec, et que j'unifie avec A de 6 de 7, ce qui va se passer, c'est une parenthèse ici, donc ce qui va se passer, c'est qu'il y aura unification, donc G va être égal à 6. Par contre, encore une fois, si je fais égal, égal, à ce moment, ça ne marchera pas parce que la droite n'est pas identique à la gauche. Donc, c'est pour ça que on a un trou, ici, dans cette expression-là. OK. Vous avez également les opérateurs arithmétiques de base. Donc, on a l'addition, on a la soustraction, on a la multiplication, dans le produit, on a la division, ça c'est intéressant. Donc, on a la division normale, donc division avec flottant. Et vous avez la division entière. Donc, le résultat sera un entier, alors qu'ici, le résultat sera un flottant selon le résultat de cette division-là. Vous avez également les fonctions mathématiques qui sont disponibles dans les fonctions de base, comme dans tous les langages. Par exemple, la racine carrée, SQRT. La seule différence, c'est que en prologue, la notation est un peu différente parce que le résultat fait partie des arguments de la fonction. Par exemple, si on veut savoir quelle est la racine carrée de 2, ben, on n'a qu'à écrire SQRT qui est le nom de la fonction du prédicat, puis le premier argument qui est la variable, puis le résultat qu'on va mettre dans x. Donc ça veut simplement dire que x est la racine carrée de 2. Donc ce prédicat est vrai si x, si la valeur qu'on a ici est la racine carrée de 2. Donc les opérateurs binaires, sauf les opérateurs minimax, peuvent être utilisés en notation préfixée. Donc vous pouvez prendre et écrire les opérateurs, mettre les opérateurs avant les variables. Mais en général, ce qu'on va faire, c'est plutôt utiliser ces notations-là au lieu de traîner des parenthèses pour pouvoir écrire la notation préfixe. Et bien sûr, les expressions sont représentées bien sûr par les arbres en prologue, comme je disais tantôt avec l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure ici. Donc, si je vais représenter x plus y, ça va donner quelque chose comme ça. Donc, x plus y. Si je veux représenter une structure imbriquée qui est là, donc par exemple un rectangle avec 2 points, on aura la structure rectangle, ensuite le nom de la structure ou le nom du fondeur qui est rectangle. Puis dans rectangle, on a 2 points et chaque point est défini par 2 arguments. Dans le premier point, 1, 2, le deuxième point, 3, puis 4. Vous avez également d'autres fonctions mathématiques prédéfinies dans la valeur absolue, le logarithme, la racine carrée, le sinus, le cosinus, le random, l'exponentielle, etc. Donc, vous avez différentes fonctions comme ça qui sont prédéfinies. Donc, je vous invite à aller voir tout ce qui existe qui pourrait vous aider, par exemple, dans votre TP ou autre. Donc, pour ce qui est de l'évaluation des expressions arithmétiques, les expressions arithmétiques ne sont pas évaluées lorsqu'on utilise l'opérateur égal. Donc, c'est un peu un petit rappel de ce que je vous ai présenté tantôt. Le égal va faire l'unification. Donc, il va s'assurer que ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. Sinon, s'il y a des variables, essayez de les associer des valeurs. Donc, il ne va pas faire de la résolution. Il ne va pas évaluer les opérations. Par exemple, si je fais 4 plus 3, égale x plus 2. Donc, ce qu'on voit, c'est que il n'y a pas calcul. Le égal ne va pas essayer de calculer puisque il n'a pas cette capacité-là. Lui, il va simplement faire l'unification. Et ça échoue simplement parce que ici, on a le 2 et ici, on a le 3. C'est l'exemple que je vous ai montré juste là. Tantôt, quand on avait le 2, ça ne marchait pas. Mais quand on a eu le 3, ça marchait. Donc, c'est cet exemple-là. Ça marche, puis ça unifie x avec 4. Donc, c'est pas pratique si on souhaite faire des opérations arithmétiques de base. En prologue, pour évaluer une telle expression, on utilise le mot réservé is. Donc, généralement, lorsque vous écrivez vos prédicats et qu'à l'intérieur, vous faites des calculs, on va généralement utiliser is. Pas généralement, mais dans la plupart des cas, ben, généralement. Donc, généralement, on va utiliser le mot réservé is. Par exemple, si je fais x is 4 plus 7, donc ce que is va faire, c'est d'abord évaluer la partie de gauche, de droite, pardon,
évaluer la partie de droite, puis l'unifier avec la partie de gauche. Donc 4 plus 7 va donner 11, puis je l'unifie avec la partie de gauche qui est une variable, qui est dans ce cas x. Donc mon x va recevoir 11. Ensuite, y is 8, double barre 3. On a dit que double barre, c'est la division entière. Juste un rappel, on l'a juste là. Donc, 8 divisé par 3, c'est la division entière. Dans le temps normal, ça aurait donné 2 points quelque chose. Mais vu que c'est une division entière, on va uniquement retourner la partie entière du résultat. Et donc, is va évaluer ce qui se trouve à droite et l'unifier avec la partie gauche. Du coup, le résultat va nous donner y égale à 2. Et finalement, on a A is SQRT de 2. Normalement, il n'y a pas d'espace ici parce que avec espace, ça donnera une erreur. Je peux le faire directement pour vérifier. A is SQRT de 2. Si je mets un espace ici, parce que le prologue ne va pas aimer ça. Donc, il faudrait absolument que vous n'oubliez pas de rajouter, de ne pas avoir d'espace ici. Donc, enlever tous les espaces qui se trouvent entre le nom de la tombe et la liste de ces arguments. Donc, ici, A va simplement recevoir la racine carrée de 2. Donc, ça, c'est un exercice, un petit exercice. Ici, ce qu'on veut faire, c'est calculer le PGCD. Donc, on veut créer un prédicat qui calcule le PGCD de deux entiers, x et y, selon l'algorithme d'Euclide. Donc, l'algorithme d'Euclide est le suivant. Si x est égal à y, alors le PGCD, c'est x. Si x est inférieur strictement à y, alors le PGCD est le PGCD de x et de y moins x. Si par contre y est strictement inférieur à x, alors le PGCD est le PGCD de y et x. Donc comment est-ce que je traduis ces trois lignes-là en prologue? La première, on nous dit si x et si x est égal à y, alors le PGCD c'est x. Donc ça se traduit comme suit. En gros, ce que ça veut dire, c'est que x, le PGCD de x et x, c'est x lui-même. Donc ça veut dire que si vous demandez le PGCD entre 3 et 3, alors le résultat sera 3, sachant que le résultat se trouve à la dernière position dans les arguments ici. Dans le PGCD de x et de x, c'est x, donc c'est-à-dire si x est égal à y, x est égal à y ici. À ce moment, le PGCD, c'est x. Puis, le PGCD, ici, on nous dit si x est inférieur à y, alors le PGCD de x et y, c'est le PGCD de x et de y moins x. Donc, le PGCD de x et y, si x est inférieur à y, alors je vais aller chercher la soustraction entre y et moins x, puisque c'est ce que la deuxième règle me propose juste en haut ici. Et ensuite, je vais aller chercher le PGCD de x et de y moins x. Or, y moins x, c'est z. Et le résultat, je vais le mettre dans d. Et le d sera le même d qui se trouve là. Donc, le PGCD de x et y, c'est égal au PGCD de x et de y moins x, qui est en fait z. Et donc, je reprends. Désolé. Donc, le PGCD de x, y est d. Et ce d, c'est quoi? C'est le PGCD de x et y moins x. Donc, en gros, le PGCD de x et y, c'est le PGCD de x et y moins x si x est inférieur strict à y. Donc, c'est simplement cette deuxième règle-là, encore une fois. Et finalement, la troisième règle, x, le PGCD de x et y, c'est d si et seulement si x est strictement supérieur à y et que le PGCD de x et y, c'est égal au PGCD de yx. Donc, c'est en fait la troisième règle ici. Donc, je reprends. Le PGCD de x et y, c'est D. Mais D, c'est quoi? En fait, D, c'est le PGCD de x et y. Dans le cas où x, bien sûr, est strictement supérieur à y.
Donc, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est plus l'utilisation du is. Donc, généralement, c'est comme ça qu'on va utiliser le is lorsqu'on déclare nos prédicats. Dans le PGCD de x et y va se retrouver dans le troisième argument. Dans le résultat du PGCD de x et y va se trouver dans le troisième argument. Et on a trois choix. Si x est égal à y, alors le PGCD c'est x. Si x est inférieur à y, alors le PGCD de x et y, c'est le PGCD de x et de y moins x. Par contre, si x est supérieur à y, alors le PGCD de x, y, c'est le PGCD de yx. Généralement, ce que les gens vont faire, c'est écrire y moins x ici à l'intérieur, mais en fait, ça ne marchera pas dans Prolog. Ce qu'il faut faire, c'est faire les calculs, l'évaluation à l'extérieur et d'utiliser le résultat lorsque vous faites appel à la fonction. Dans l'appel d'un prédicant, on ne peut pas retrouver on peut pas retrouver une expression à évaluer. Il faudrait toujours que ce soit des variables et non des expressions à évaluer. Ok, on continue. Donc ici, on va faire les exemples suivants. Donc, on nous demande d'implémenter un ensemble de prédicats. On va le faire ensemble. Donc, je me suis créé, avant de commencer, je me suis créé un fichier que j'ai appelé exercice. Dans le premier, donc ce qu'on va faire, c'est implémenter la fonction moyenne, qui est vraie si et seulement si m est la moyenne des nombres n1 et n2. Donc ça, c'est pas très compliqué. Dans moyenne on va mettre x, y, c'est pas grave. C'est m si m est égal en fait à x plus y en majuscule, bien sûr. Puis, on fait la division par 2. Non, c'est simplement ça. Donc, m est la moyenne de x et y si m est égal à x plus y divisé par 2. Donc, je vais tester. Non, je vais loader mon fichier. Je vais d'abord l'enregistrer. Puis, je vais le loader dans mon terminal en faisant consulte. Ensuite, exercice. Point. Il n'y a pas d'erreur. Donc, si je demande la moyenne de 4 et 2, c'est 3. Donc, m égale à 3. Si par exemple, je prends des flottants, on aura des flottants parce qu'on a fait une division non entière ici. Par contre, si je fais par exemple moyenne de 4, puis x par exemple, puis 5, on va voir qu'il échoue simplement parce que puisque x, ce qu'il fait, c'est de l'évaluation. Donc, ce que je demande à Prolog, c'est d'essayer d'évaluer une expression dont les valeurs ne sont pas totalement instancées. Donc, il n'est pas capable de faire une addition sur une valeur qui n'a pas encore une variable. Donc, par exemple, ici, mon y n'a pas encore une variable, n'a pas encore été associé à une valeur. Donc, Prolog n'est pas capable de l'évaluer cette expression-là puisqu'il n'a pas tous les éléments nécessaires pour faire cette évaluation. Ensuite, on passe au prochain prédicat et puissance de 2n, qui est vrai si et seulement si n est une puissance de 2. Donc, si on fait... il y a un problème avec mon terminal. Ok. Si on fait r puissance de 2 n. Donc, ça, c'est vrai si quoi? On peut se faire un cas de base déjà, puisqu'on va faire ça par récursion. Donc, r puissance de 2, 1. 1, c'est une puissance de 2. Puis, r puissance de 2, n. Si la question c'était
qui est vrai si et seulement si n est une puissance de 2. Oui. Donc, si n est puissance de 2, ça veut dire que n peut être divisible par 2 jusqu'à ce qu'on atteigne 0. Jusqu'à ce qu'on atteigne 2 divisible 1. Donc, par exemple, jusqu'à ce que le reste de la division soit égal à 1. Donc, ça veut dire qu'on va prendre un nombre, on va le diviser par 2, tant et aussi longtemps que... on va prendre un nombre, on va le diviser par 2, et il faudrait que le reste de la division soit 1. Donc, N1, il faudrait que le reste de la division soit 1. Non, qu'est-ce que je dis? En fait, un nombre est... non, désolé, c'est absolument pas vrai ce que je dis. Un nombre est puissance de 2 si le reste de sa division est aussi une puissance de 2. Donc, par exemple, si je prends 4, 4 divisé par 2, c'est 2. Et le reste de la division de 2, c'est... de 2 divisé par 2, c'est 0. Non, c'est absolument pas ça la règle. Il faudrait que pas le quotient, pas le reste, mais n divisé par 2. Ah oui, il faudrait que ce chiffre, il faudrait que la division par 2 de ce nombre-là, la division entière, parce qu'on veut pas le reste, mais le quotient. Oui. Donc, n divisé par 2. Donc, il faudrait que la division par 2, le résultat de la division par 2 par ce chiffre-là soit une puissance de 2 également. N1. Vous voyez que vous remarquez que je ne fais pas le calcul à l'intérieur de mon prédicat, mais je fais toujours à l'extérieur avant d'appeler mon prédicat. Donc, je pense que ça, c'est bon. Ouais. Donc, le résultat de la division de mon chiffre par 2 doit être également une puissance de 2. On va tester ça. Je vais faire un make pour reloader mon fichier. Donc, est puissance de 2 de 4. C'est vrai. Puis, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Prolog me laisse la possibilité d'aller chercher une nouvelle solution. Or, je sais qu'il n'y a plus une autre solution. Donc, bon, là, j'ai fait... Ok, j'ai fait planter mon programme. On va juste tuer ce processus-là. On va réouvrir un nouveau terminal. Je vais me dépasser dans Prolog. Puis le cours 7. Ok, donc je vais lancer le script exercice.pl. Ok. Donc, pour que ce... Tantôt, j'ai fait puissance de 2, 4, puis j'ai eu une boucle infinie. En fait, ça, c'est dû simplement au fait que lorsque, dans un premier temps, je vais faire puissance 4, ce qu'il va faire, c'est... Il va d'abord rentrer ici, mais ça ne va pas marcher parce que 1 n'est pas égal à 4. Ensuite, il va rentrer ici, puissance de 2n. Ça ne marche pas parce que... ça rentre, pardon. Ce qu'il va faire, c'est calculer n1, qui est la division de n par 2. Donc, n1 sera 2. Il va ensuite faire puissance de 2, qui est là. Puissance de, pardon, oui, de 2. Et il revient, est-ce que puissance de 2, ici, ça marche? Non, parce que 2 n'est pas 1. Ensuite, il passe à la deuxième définition de puissance de 2. Et là, ce qu'il va faire, c'est puissance de 2 de 2. Et il va recalculer N1 et N1 sera 1 parce que 2 divisé par 2, c'est 1. Et il va faire puissance de 2 de 1. Il va retourner là. Il va retourner ce résultat.
Donc, quand je vais faire point virgule, ce qu'il va faire, c'est faire e puissance de 2, 1 et essayer de calculer ça. Or, si je remplace n par 1 ici, je vais faire un 1 divisé par 2. 1 divisé par 2, ça donne quoi? Donc, si je fais ici x, ça va donner 0 normalement. X is 1 divisé par 2. Là, on a 0. Donc, il va rentrer dans e puissance de 2 de 0. Or, je n'ai pas e puissance 2 de 0. Donc, il va continuer à boucler. Il va continuer à entrer, il va échouer ici, mais il va continuer à entrer ici. Il va faire e puissance de 0 encore parce que 0 divisé par 2 va donner 0. Et il va boucler comme ainsi de suite jusqu'à l'infini. En fait, vous pouvez également voir ce comportement avec le prédicat trace. Donc, lorsque vous rentrez trace dans l'invite de commande de Prolog, à ce moment, vous pouvez faire la trace de vos programmes. Donc, par exemple, si je fais e puissance de... non, avant de faire la trace, je vais corriger mon programme, sinon je risque de boucler à l'infini. Non, je vais vous montrer. Donc, e puissance de 4, comme ceci. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle e puissance de 4, bien sûr. Ensuite, il va rentrer ici à l'intérieur. Donc, est-ce qu'il va essayer de calculer la variable underscore blablabla is 4 sur 2. Donc, il va unifier ça à 2. Ensuite, il va rappeler e puissance de 2n qu'on a ici avec 2. Et il va recommencer. Donc, il échoue. Il va rappeler, oui, il rappelle ici e puissance de 2. Puis, puisqu'il échoue ici, il va rentrer plutôt ici. Et il va essayer de calculer N1 qui est 2 divisé par 2, qui est juste là. Et 2 divisé par 2, ça donne 1. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? C'est plutôt là que je dois entrer. Puis, 1 divisé par 2, 2 divisé par 2, ça donne 1 comme résultat. Puis, il va refaire e puissance qui est là. Et e puissance de 1, c'est 1, donc c'est true. Il exit. Et il retourne true. Donc, en fait, vu que les résultats sont dans un stack, dans une pile, il va donc retourner true à e puissance de 2, 4. Si je fais point virgule, il va recommencer. Il va refaire le dernier résultat qui était là, donc e puissance de 1. Or, il va diviser 1 par 2. Ça va nous donner 0. Et il va rappeler e puissance de 0. Et il va le faire indéfiniment. E puissance de 0, e puissance de 0, c'est pour ça qu'il ne termine jamais. Donc, pour sortir de là, j'ai fait juste un A pour faire un abort de la trace. Et pour sortir du mot de trace, vous faites no. En fait, vous pouvez faire no trace, mais sauf qu'il va rentrer dans le mode de debug. Donc, pour directement sortir, on va faire no. En fait, on va faire ensemble. Si je fais no trace, il rentre dans le mode debug. Et pour sortir, on va faire no debug. Mais par contre, si vous vous retrouvez dans le mode de trace et que vous voulez sortir une fois pour toutes, vous faites juste no debug. À ce moment, vous sortez à la fois du mode de trace puis du mode de debug. Ok, donc pour résoudre mon problème, il faut simplement que je mentionne à Prolog que pour rentrer ici, il faudrait que mon n soit strictement supérieur à 0. Oui. Il faudrait que mon n soit strictement supérieur à 0. Non, je ferais même 1 divisé par 2. Non, oui. Oui, n supérieur à 0. Donc, je vais faire un make et on va réessayer. E puissance de 2 de 4. Là, si je fais point virgule, il va me faire false puisque j'ai arrêté son exploration avec cette condition-là. Et on a également la prochaine fonction qui est, prochain prédicat qui est dans sphère, qui est vrai si et seulement si le point P se trouve à l'intérieur de la sphère S. Donc, on va se définir une convention dans sphère. Est-ce que j'ai bien écrit? C'est avec un underscore. Donc, un point se trouve dans une sphère si on va se créer un sous-prédicat. On va mettre, comment on va appeler ça?
On va se créer un prédicat distance qui va calculer la distance entre le centre de cette sphère-ci et ce point. Donc, si la distance entre le point P et le centre est égale à D, on va juste s'assurer que ce D est strictement inférieur. Oh, désolé. On va s'assurer que D est strictement inférieur au rayon de la sphère. Bien sûr, vous vous demandez sûrement d'où vient C puis R. En fait, ce qu'on va faire, c'est définir notre sphère comme étant une structure qui est définie par son centre, puis son rayon. Donc, c'est une convention que j'ai choisie. Donc, une sphère qui est définie par le point qui se trouve au centre et son rayon, et un point P. Donc, un point P se retrouve à l'intérieur d'une sphère si la distance entre le point P et le centre est équivaut à D et que cette distance est inférieure à R. Ensuite, on va définir notre prédicat distance. Dans la distance entre un point, on va utiliser le 3 dimensions. Dans la distance entre un point X, Y, Z et un deuxième point, on va mettre X2, Y2, Z2, ici 1, Y1, Z1. Ouais. Dans la distance entre un point X1 et un point X2, c'est une formule mathématique simple. C'est simplement, on va appeler dx is x1, c'est la racine carrée de x1 moins x2. Oui, dans la distance entre deux points, c'est is x1 moins c'est x1 moins x2. Oui, x1 moins x2. Puis dy is y1 moins y2 et dz is z1 moins z2. En fait, peu importe le sens dans lequel vous faites la soustraction, vu qu'on va de toutes les façons mettre au carré, donc ça importe peu que vous fassiez x1 moins x2 ou x2 moins x1. Ensuite, j'ai oublié un dernier paramètre ici qui est en fait la distance que je cherche. Donc, ma distance en fait que je cherche, c'est simplement la racine carrée, le SQRT de, n'oubliez pas d'enlever la parenthèse ici. Donc, c'est le SQRT de dx fois dx plus dy fois dy, puis finalement dz fois dz. Voilà. Donc là, c'est ma distance entre deux points. Puis là, on va faire un test. Donc, je reload mon fichier avec un make. Donc, je vais prendre un point. On va se faire un exemple. J'efface. Ok. Ça marche pas mon affaire. Ok, j'ai une gomme là. Oula. Elle est vraiment petite. Je vais remonter la taille. Ok. Bon. On va faire avec. C'est là que j'ai pas une plus grosse effaceur. Mais bon, c'est pas grave. On va se faire un exemple en 2D, mettons. Ok.
Je vais dessiner mon axe XY comme ceci. Je suppose que j'ai mon repère orthonormé qui est juste là. Vous m'excuserez de mon dessin. Bon. Donc, j'ai une sphère comme ceci. L'idée, c'est de pouvoir représenter le centre qui se trouve là. Et on va vérifier qu'un point qui se trouve ici appartient à la sphère. Donc, on a 0, 1, 2, 3, 4. Dans le centre se trouve à la position 3, 3. Et on va supposer que notre rayon est de taille, mettons, 2. Ouais. Donc, mon rayon est égal à 2. On va représenter cette sphère-là. On va vérifier que dans sphère se trouve mon point qui est juste là. C'est un point de coordonnées x égale à 4, y égale à 4. Donc, point 4, 4. Puis, je vais m'assurer que ça se retrouve à l'intérieur de la sphère dont le centre est un point qui se retrouve à la position 3, 3, 3,3, puis a un rayon de valeur 2. Ok. Donc là, ouais, j'ai oublié de fermer une parenthèse ici. Non, ok. Donc là, il me dit false. Le point 4, 4 qui se trouve ici. Il me dit que ce n'est pas dans la sphère de centre 3, 3, puis de rayon 2. On va faire une trace pour voir où se trouve le problème. Bon, si je fais dans sphère, donc ce qu'il va faire, c'est dans sphère, il va aller calculer la distance entre le point P et le point C, puis le mettre dans D. Ah, ben oui, mes points sont en 3D. Vraiment désolé. Ok, ce que je vais faire, je vais simplement rajouter un Z ici, qui est 1 partout. Ok, je dois sortir un mot de... je dois sortir du mot de trace. Donc là, c'est vrai, bien sûr. En fait, tantôt, ça ne marchait pas parce que j'avais un point en dimension 2D alors que je traite les points de dimension 3D. Ok. Pour ce qui est du dernier cas, donc on veut savoir quel est... on veut savoir si deux rectangles s'intersectent. Donc, est-ce qu'il y a une intersection entre deux rectangles R1 puis R2? Donc, ici, je vais effacer tout ce que j'ai fait ici. On dirait que ça n'efface pas. J'aurais peut-être besoin. Ok, c'est encore plus petit. Ok. Oh non, j'aurais pas dû effacer mon repère, mais c'est pas grave. Donc, pour ce qui est de l'intersection, je vais me dessiner un exemple. Donc, si je prends un rectangle qui commence ici, qui va jusque là, comme ça, qui va jusque là. Et puis, j'en dessine un autre, comme ça, qui va jusque là. Donc, je vais supposer que mon rectangle est défini par ces 4 points. Dans le premier point ici, le deuxième point ici, le troisième point ici, puis le quatrième point ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour vérifier que deux rectangles s'intersectent, je vais simplement vérifier que ce point-ci se trouve à l'intérieur des deux points-là et que ce point-ci
se trouve à l'intérieur de ce point-ci et ce point-là. Ou ça peut être le contraire. Donc, on peut avoir quelque chose comme ça. À ce moment, ce que je vais vérifier, c'est que ce point-ci se retrouve entre ce point-là et ce point-là. Donc, ça sera ça mon code pour vérifier que deux rectangles s'intersectent. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on constate? Que j'aurai besoin de la valeur du x minimal du rectangle, du x maximal, du y minimal qui est là, et du y maximal pour chacun des deux rectangles. Et avec ça, je vais juste comparer que chacun est à l'intérieur de l'autre. En fait, je l'ai ici comme solution. Je vais simplement vous l'expliquer. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. D'ailleurs, je vais essayer de voir s'il y a un moyen de pouvoir distribuer ce cours sur une plateforme où vous pouvez interagir. Ok, je constate que ma vidéo s'est arrêtée. Je vais donc faire... je vais continuer à l'intérieur d'un... Je vais faire un nouvel enregistrement en fait. Donc, je vais arrêter celui-ci.